vais piloter. Ouais. Je vous laisse à la bourde. Ouais. Tu te mets sur le point arrière à la bourde, Roman. Ok. Julien à la bourde devant et quelqu'un d'autre avec lui. Ok les chouchous. Vous me parlez fort devant. Très fort. Vous me criez dessus quoi. Et j'ai le soleil, je vois rien non plus, alors je compte beaucoup sur vous. Petit coup de bourde à droite pour remettre le nez. Allez, poussez. Poussez, Marine. Coup de bourde à gauche. On remet le nez dans le courant. Allez là, on a passé. Encore. En même temps. Allez, on pousse. Celle-là, elle est devant, on va pas pouvoir passer dessus, je pense. Décalez-vous un petit peu sur la gauche. Ouais, pas mal. Allez, ensemble. Allez, ensemble. Elle était belle. On réessaye un petit peu sur la gauche. Allez, c'est la bonne. Oh, non, c'est pas la bonne. Coup de bourde. Surtout quand on frotte les cailloux parce que je suis obligé de couper. T'essayes de me tenir le cul, Roman. Ouais. Maintenant, on essaye de longer, ok? Vous nous faites éviter les cailloux, vous piquez avant que le moteur soit dedans, et j'avance. Essayez de pas nous ramener vers la gauche, on longe tout doucement. C'est du sable là, tu vois. Là, on est posé. Ok, on se repousse un petit coup sur la gauche, très légèrement pour se bouger du sable. Vous autres aussi à bord du bateau, ouais. Le sable, c'est cool, non? Ouais, c'est mieux que les cailloux. Allez, on redresse l'assiette. Allez, vous êtes prêts? Va falloir pousser maintenant. On est sur une pierre, on est coincé. Un gros caillou là. Allez, faut descendre les chouchous. Y a plus moyen. Nous, C'est là qu'on passe. Elle est où l'eau, Julien? Devant moi. Tout droit. Pas plus à droite, pas plus à droite. Je suis un gros caillou là. Excuse-moi, lourde. Oui, Allez. c'est passé. Tous ceux qui peuvent remonter, remontent. Bravo. On était en plein dans la grande remontée. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ça s'est passé pas mal de fois. À partir des ponts de C, on va dire, c'est devenu un peu plus compliqué. Pendant qu'on franchissait ce radier, 3 nouveaux invités nous ont rejoints autour de ce plateau radio. Je commence par toi, Roman. Pourquoi je commence par toi ? Parce que tu étais sur le bateau et on t'a entendu là. Tu fais partie de l'équipage de Mélusine, tu es batelière. Tu gardes un souvenir précis de ce radier en particulier ou pas plus que ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est du côté de Nuit-sur-Loire, mais je suis pas hyper sûre. C'est ce moment-là? Laure, c'est ça. Hein. Ouais, Bien ok. joué. Ouais. Ouais, il y a une volonté de passer dans un endroit un peu extravagant par rapport au goulet principal et on a eu quelques péripéties pour finalement quand même franchir cet endroit. Mais le bateau a eu quelques pocs malgré tout. Quand tu es là, c'est que ça s'est pas si mal passé que ça finalement. Pour moi, ça a été. Bon. Le bateau, un peu moins. À tes côtés, Virginie Serna. Bonjour Virginie, tu es archéologue fluviale et présidente du conseil scientifique de la mission Val-de-Loire, au milieu de plein d'autres choses, mais on va résumer comme ça. Tu as également largement participé aux travaux du Parlement de Loire qu'a évoqué Ninon Bardet dans ses propos liminaires. Et puis le Parlement de Loire, c'est justement ce qui a en partie inspiré ta dernière BD, Étienne Davodo, bonjour. Bonjour. Sobrement intitulé Loire, aux éditions Futuropolis. Tu reviens à la fiction pour proposer un changement de regard sur le fleuve qui t'a vu grandir du côté du Maine-et-Loire. J'ai tout bon jusque-là? C'est parfait. Ouais, parfait. On va partir de l'image que nous a fournie Virginie. Elle est juste derrière moi. Alors, je ne vais pas demander le même exercice que juste avant. Virginie, est-ce que tu peux nous décrire cette image? Pourquoi tu as choisi cette image et qu'est-ce qu'on y voit précisément? Alors, pour moi, c'est assez facile à décrire parce que je vois très bien qui c'est. Donc, c'est moi. Voilà, donc je suis là en fait sous l'eau. On est à une profondeur dérisoire de 1,80 m à peu près. On est donc sur le site de Langeais.
Donc on descend effectivement, on est en archéologie, en milieu hyperbare, donc on descend effectivement sous 1 mètre de profondeur et donc l'obligation d'avoir effectivement l'équipement de tout plongeur. Voilà, donc on voit des bulles, ce qui signifie que je respire, c'est bon signe. Vous voyez aussi que j'ai des gants, ce qui est très important. Si on ne plonge jamais, on ne descend jamais en Loire ni dans aucune autre rivière sans gants pour se protéger. Et là, ce que l'on voit, on est sur la sole, donc on est sur le fond du bateau, donc ce grand bateau de Langeais, daté du XVIIIe siècle, qui s'est naufragé donc en face de l'île de Bel-Air, à Langeais. Et on en voit donc, alors vous voyez des petites étiquettes blanches, donc c'est des étiquettes qui nous permettent, nous archéologues, d'identifier en fait les pièces architecturales sur lesquelles nous travaillons. Petit détail aussi important, on pense que c'est comme les marins d'eau douce, c'est facile de plonger à 1,80 m sous la Loire. En fait, c'est extrêmement difficile. Et vous voyez qu'on a une ligne de vie, donc il y a une corde en fait qui nous relie, parce qu'on est complètement harnaché. En fait, on ressemble à un sapin de Noël. On voit ma plaquette blanche en PVC sur laquelle on écrit, donc qui est reliée. En fait, on s'attache tout, parce que tout sinon part directement à Nantes. Voilà, on est vraiment sur une difficulté technique d'entrer dans l'eau de Loire. Et ça, c'est important. Étienne, qu'est-ce que t'inspire cette photo que tu découvres, Je peux venir? Allez. Ça se négocie en Non, direct j'ai jamais autour fait du de plongée, plateau. mais ouais, ça donne accès à une autre dimension de la Loire que nous, on ne connaît pas, enfin que moi, je ne connais pas. S'il m'arrive de m'y baigner, je plonge jamais très longtemps. Donc cette dimension-là donne très envie d'être découverte, effectivement. Roman, toi, qu'est-ce que t'inspire cette photo? Alors, tu en plus, je crois, pendant la grande remontée, vous avez rencontré Virginie, qui était dans l'eau quand elle vous a accueilli. Exactement, c'est ça. Moi, ça me fait penser à ce moment où on a fait escale autour du chantier d'archéologie du coup de Virginie, et on a pu, le temps de quelques minutes, aller auprès de cette épave, de ces morceaux d'épave, et découvrir ce que peut être le travail de Virginie et ce que peut être aussi une épave, parce qu'on peut imaginer parfois des gros morceaux d'embarcation, mais en fait parfois simplement les planches qu'on peut apercevoir à l'écran constituent une épave et un objet de recherche en tant que tel. Virginie, on est passé sur une deuxième image là, qui décrit ce que vous avez... Alors là, on est sur l'épave de Vezin-sur-Loire. Ouais. Donc l'épave de Langeais a été travaillée, publiée. Alors on dit l'épave de Virginie, attention, c'est pas moi, elle appartient à tout le monde. Et on a été une grosse équipe de recherche, donc certains chercheurs sont ici dans la salle. Là, on est sur une équipe plus réduite, nous sommes juste 4 ou 5, parce qu'effectivement, là, on est sur de tout petits bordés en fait, de l'épave de Vezin. Mais attention, la datation est très intéressante. On a une datation de date d'abattage en fait, des arbres de 1311. Donc là, on est au tout début du XIVe siècle. On est sur le côté du bateau. On en voit donc le haut supérieur, si vous arrivez à distinguer les arronsoirs en fait, qui sont en orme, donc ces pièces dentées sur lesquelles viennent se poser en fait, les bâtons de mariniers pour pouvoir faire dévier le bateau en cas d'obstacle. Alors on a 6,50 m de bois, donc du chêne, de l'orme. Toujours ces petites étiquettes, et c'est une prise de vue par drone. Et vous voyez surtout la clarté de l'eau. Et là, pour le coup, on n'avait pas besoin de plonger parce qu'on a un étiage extrêmement fort. Et là, on avait 42 cm. Donc, on ne s'est pas rencontré sous l'eau. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de voir une flottille arriver comme ça, débarquer à, je ne sais pas, 40 mariniers, marinières et scientifiques, artistes, et venir les pieds dans l'eau avec toi pour écouter ce que tu viens de nous dire? Alors c'était extraordinaire parce que c'était une rencontre d'abord qu'on avait préparée. Je m'étais dit quand même ça va être génial de voir ces mariniers, bateliers sur leur bateau contemporain qui est de strictement la même famille architecturale à peu près. Donc des bateaux à clin, une sole, une levée avant, arrière parfois. Donc on a les mêmes procédés et on va les voir arriver. Alors déjà, on les attendait de pied ferme comme ça, comme un rendez-vous avec des copains, quoi. Et les bateaux arrivent.
Et alors là, ça marche, ça crie, ça descend, ça rigole. Alors attention, ça veut marcher très 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 près du site, donc on bloque tout le monde. Attention. Et là, Ils sont pas sages. Ouais, c'était génial. Et là, tout le monde se met un peu en croissant. Donc vous étiez au moins 4, facile, je pense au moins 60, 70. Devant ces 6,50 m de l'épave là, qui se tenait couette comme ça. Et du coup, et là, s'engage quand même ce qu'on recherchait, c'est-à-dire vraiment d'un seul coup un autre regard que nous, archéologues, sur ces pièces de bois. Et notamment, il y a quand même chez les bateliers mariniers des sachants et des gens qui construisent aussi, donc qui connaissent très bien ces pièces de bateau. Et on avait quand même des questions à leur poser. Alors d'après vous, où est l'avant, où est l'arrière ? Comment vous pensez qu'on a construit ce bateau-là ? Et les questions fusaient. Et c'était génial parce que c'est vraiment un moment, je trouve, très fort de croisement des connaissances et d'appétence pour un objet. Bon, c'est quand même des pièces de bois, hein. Mais c'était chouette d'avoir vraiment ce très bel échange autour du bateau, quoi. Est-ce que c'est le sens aussi des travaux qui sont menés dans le cadre du Parlement de Loire, ces échanges de connaissances et poser des autres regards sur les différents savoirs qu'on peut avoir ? Oui, alors l'aventure du Parlement de Loire, alors, des auditions du Parlement de Loire, oui, il y a eu ça aussi. Et d'ailleurs, on a retrouvé le même événement, en fait, qui a été un événement marquant aussi pour, en tout cas pour moi, c'est la rencontre avec les présents de Loire sur cette épave. Et à nouveau, Spongilla lacustris, l'éponge qui donc s'installe en fait sur les pièces de bois, qu'elles soient du 14e, du 17e, et qui prend place. Et là, pareil, on a eu à nouveau cette éponge qui est arrivée, puis d'autres présents. Donc oui, ça constitue, moi ce que j'aime bien dans les épaves, c'est aussi tout le travail sur le fait qu'elles deviennent, en fait, qu'elles aient une autre vie, qu'on les tire du XIVe siècle jusqu'au XXIe siècle, et que ce soit des niches biologiques en fait. Et on retrouve exactement, on s'est reposé les questions de contemplation devant cette épave en se disant, et Loire dans tout ça. Et Loire fait partie de l'équipe de fouilles, parce que Loire dégage l'épave et la refossilise en plus. Donc c'est génial. Étienne, est-ce que ça te parle, ça forcément ? Tu as beaucoup travaillé sur les travaux du Parlement de Loire pour écrire Loire, ça tombe bien. Ça doit te parler ce que vient de dire Virginie, là, le fait que la Loire, elle soit créditée au même titre que toi et que ton équipe dans l'équipe de fouilles. Oui, Loire, entité individuelle agissante, c'est un concept qui est à la fois relativement nouveau et vachement intéressant et très productif, producteur de sens et de possibilités sur la suite. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans les travaux du Parlement de Loire, c'est cette fabrication d'un nouveau regard et d'un nouveau rapport avec la Loire en l'occurrence, mais avec beaucoup plus large, le monde naturel en général. Bon, là, c'est la Loire qui nous occupe, elle est là comme axe de cette réflexion-là. Alors, moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un biologiste ni un plongeur. Mon boulot à moi, c'est le récit. Et je crois que ces choses-là doivent peut-être se mettre en récit. Et moi, j'ai commencé à travailler sur Loire d'un point de vue strictement autobiographique, dans un premier temps, parce que je vis à côté, parce que je la connais depuis que je suis né. Et puis, je suis tombé juste après sur les travaux du Parlement de Loire qui ont boosté mon récit, qui l'ont probablement fait dévier un peu, mais de façon très positive. Donc oui, je trouve ça tout à fait fascinant. Enfin, le recueil des travaux du Parlement de Loire, c'est un livre que j'ai lu avec les yeux grands écartés en disant « Ben ouais, bien sûr, plein de chemins nouveaux se créent, c'est formidable ». Et comme j'étais précisément en train d'écrire un livre, il a beaucoup nourri la rédaction de mon livre, en tout cas l'écriture de mon livre. Tu as déjà commencé l'écriture de Loire avant de découvrir les travaux du Parlement de Loire ou de te documenter encore beaucoup plus avant ? Oui, j'avais commencé à travailler principalement sur une base autobiographique, donc les lieux que j'aime, les lieux où je vis, que j'allais dessiner, puisque mon langage c'est la bande dessinée, donc le texte et l'image. Et alors je ne sais pas ce que serait devenu ce livre sans avoir croisé les travaux du Parlement de Loire, mais en tout cas c'était sans doute autre chose. Je ne sais pas quoi. Mais le Parlement de Loire a nourri tout au long de ce récit les personnages, les situations, les dialogues que j'ai mis en place, même si j'avais commencé avant.
Alors tu as participé aussi toi à la grande remontée, tu n'as pas eu la chance d'arriver sur Mélusine pour découvrir Virginie les pieds dans l'eau, mais tu y étais du côté de la Poissonnière je crois. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette journée, ou ces 2 journées, je ne sais plus exactement, que tu as passé au sein de la grande remontée, justement sur ce dialogue entre scientifiques, mariniers et artistes? J'en ai conçu une grande frustration, parce que j'ai fait une seule journée, parce que j'avais autre chose de prévu juste après. Mais oui, j'ai fait une journée de navigation sur le fleuve. Alors, c'est pas la première fois que je vais sur le fleuve, évidemment. C'est plutôt éventuellement en canoë. Alors, sur le fleuve, non, mais à côté, beaucoup à vélo. De façon... Enfin, plusieurs fois par semaine, je passe sur le fleuve à vélo. Là, il y a à la fois le fait d'être sur le fleuve et puis d'être sur cette batellerie nouvelle dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire tous ces gens qui font revivre une batellerie de Loire. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et enthousiasmant. Ce sont d'abord de beaux objets. Ces objets, pour un dessinateur, ça parle. Ces bateaux sont de beaux objets. Et puis cette aventure, alors moi, voilà, j'ai fait une journée, on a passé le pont de l'Alleu, il y avait un bateau qui était en panne, donc il y a un terme technique qui m'échappe, mais on a mis 3 bateaux côte à côte pour... Merci, voilà, on a mis à coupe. Et donc ça faisait une espèce de plateforme assez large avec beaucoup de gens dessus. Ça pour moi c'était nouveau. L'effet de groupe sur la Loire c'est assez rare pour ce qui me concerne en tout cas. Et puis le fait de passer sous un pont, le fait de savoir si ça passe en dessous et au-dessus, par exemple le pont de l'Alleu, qui est ce pont de la voie ferrée de la ligne Angers-Cholet, il n'y avait pas grand-chose entre le bas du pont et le haut du mât. Donc voilà, c'est un souvenir tout à fait. Et évidemment, les débats le soir même à la Poissonnière, pour ce qui me concerne. Je trouve ça assez judicieux de mettre à disposition des gens qui vivent sur le fleuve les réflexions et les travaux du Parlement, de les mettre à disposition sous cette forme-là précisément. Romane, Étienne parlait de batellerie nouvelle tout à l'heure, tu en fais pleinement partie de cette batellerie nouvelle. Comment tu la définirais justement cette batellerie nouvelle? Comment tu abordes toi ton métier de marinière, de batelière? Est-ce que je peux la définir? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a de nouveau des femmes, ou en tout cas peut-être de plus en plus de femmes sur la Loire, et ça fait totalement écho au livre Loire que j'ai pu lire, que je me suis empressée de lire quand j'ai vu qu'on avait cette table ronde ensemble. T'as fait tes devoirs? Exactement. Bravo. Mais il y a un moment, il y a un personnage qui dit que c'est un sale temps pour les mâles. Enfin, ce ne sont pas les mots exacts, mais en tout cas, je trouve que l'idée est drôle et intéressante parce qu'effectivement, pour les vieux mâles peut-être plutôt, et parce qu'effectivement, il y a des anciens sur la Loire, et on peut parler plus d'anciens que d'anciennes parce que les hommes sont beaucoup plus présents. Et là, j'ai pu noter qu'il y avait quand même beaucoup de femmes, de nanas, de filles qui étaient présentes sur les bateaux, et pas seulement à nettoyer le bateau, à ranger le bateau ou à faire des coucous depuis la berge alors que les bateaux sont en train de partir, mais en train de piloter, à faire de la bourde et à parfois donner des indications qui sont en fait indispensables quand on navigue, surtout avec très peu d'eau comme on a pu avoir là pendant cette grande remontée. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en avant, cette marine de Loire qui s'étoffe en termes de genre. Autre question pour toi, Étienne parlait aussi de ces beaux bateaux. C'est une vraie fierté pour vous, mariniers, bateliers ou batelières. Vos bateaux, c'est quelque chose, quoi. Oui, alors moi j'ai pas de bateau, mais effectivement j'ai navigué sur un beau bateau dont je suis effectivement fière. Mais oui, on est content de pouvoir avoir des belles pièces qui retracent aussi une marine de Loire. Alors c'est aussi des bateaux qui sont adaptés à nos besoins. Aujourd'hui on a des bateaux à moteur, mais on n'oublie pas de mettre la voile, et quand on a une coque en métal, en acier, en alu, il y a quand même cet habillage qui reste primordial et qui reflète aussi et le Charpentier et la Loire, ce qu'on veut voir sur la Loire. Pour avoir largement échangé avec vous et avec plusieurs mariniers ou marinières, il y a aussi une connaissance fine aussi de ce qu'est la batellerie de Loire. C'est ça que vous transmettez aussi à travers votre présence sur le fleuve. Ouais, et plus on est sur la Loire, en tout cas, moi, plus je me rends compte que je sais rien du tout. Donc c'est toujours hyper intéressant de pouvoir échanger et croiser les regards, et aussi juste avoir un apport de connaissances sur ce qu'a pu être la marine de Loire au travers des grâce aux différentes assos, aux différentes personnes qui naviguent ou pas, ou plus ou moins sur la Loire.
Virginie, on a vu le côté archéologie fluviale, on a parlé évidemment de batellerie à travers ce que tu peux découvrir au sein du fleuve, ce que les équipes avec lesquelles tu travailles peuvent découvrir, mais il y a aussi un vrai travail sur les savoirs nautiques ligériens d'une manière générale, beaucoup plus largement. Tu travailles aussi avec plein d'autres personnes sur tous ces savoirs nautiques. Bon, alors c'est une nouveauté. Oui, c'est l'occasion d'en parler. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, on avait travaillé quand même à plusieurs déjà sur la notion de patrimoine culturel immatériel. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on était plusieurs à se dire quand même, là, autour de la Loire, il y a un vrai savoir naviguer, une lecture de la rivière bien particulière, un savoir construire, des liens entre navigation et biodiversité. Il y a ce changement climatique aussi qui incite à une nouvelle appréhension de la navigation. Ça faisait quand même beaucoup de choses et je me suis dit, mais tiens, mais tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une tradition, il y a une vraie épaisseur historique, on le voit bien. Ça raconte à la fois une histoire de la gouvernance de l'eau, donc de la communauté des marchands de l'eau jusqu'à l'école de Loire rabouilleuse pour aller jusqu'à l'établissement public Loire. Tout ça, c'est des savoirs qui se transmettent, de la gouvernance de l'eau. Et on est plusieurs à se dire, mais c'est peut-être que ça, c'est peut-être du patrimoine culturel immatériel, à condition que ce soit une tradition vivante, toujours en mouvement. On n'était pas sur des notions de mémoire. Ce que traduit la présence de Romane et la nouvelle batellerie. Et alors, on a profité de ce moment opportun et assez génial de la grande remontée, où là, effectivement, on s'est dit, attends, là, il se passe quelque chose, il y a un vrai mouvement, il va y avoir 40 bateliers et batelières ensemble, là. On va placer, si c'est possible, et pardon pour le terme, mais 2 ethnos, qui pourront, eux, avec leur regard que nous n'avons pas, avoir un regard vraiment ethnologique sur ces pratiques. Donc ces pratiques de navigation, le passage des écueils, la tenue de la bourde, la montée de la voile, arriver dans un port, en partir, chanter, s'engueuler. Tout ça, en fait, ce sont des savoirs. Lire la rivière, on l'a très bien entendu pour le passage de l'écueil. Et finalement, donc, on a eu Basile Métro et puis donc Guillaume Mézières qui a fait des captations de son, effectivement, et des entretiens également, donc sur des personnes qui pratiquent. Et là, on est parti pour un projet de 2 ans. Donc, on le lance aujourd'hui. Allez, officiellement, c'est parti. Voilà. Il démarrera vraiment. L'exclusivité, c'est quand même fort. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est l'exclusivité. Donc, voilà. Donc, c'est un projet avec un financement, un contrat de plan interrégional État-région, donc qui prend 3 régions, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Et on va s'atteler pendant 2 ans à l'étude, l'observation, la collecte de l'ensemble de ces pratiques, savoir construire, savoir naviguer, savoir s'engueuler, savoir chanter, savoir manger, savoir fêter. Tout ça, à la fois du côté de la navigation, mais de ceux qui regardent aussi cette navigation. Voilà, donc c'est un beau projet, on le lance et j'espère qu'on arrivera, enfin quand même c'est le but, c'est quand même d'arriver dans 2 ans avec ce que l'on appelle la fiche, donc l'inclusion des savoirs nautiques ligériens au patrimoine culturel immatériel de la France. Est-ce que tu te sens personne ressource, Étienne, potentiellement sur ces savoirs nautiques ? Je ne sais pas si je suis moi-même personne ressource, mais je trouve intéressant d'évoquer à la fois les gens qui sont sur le fleuve et ceux qui regardent passer. C'est précisément un des leviers, à mon avis, les plus utiles à mettre en œuvre, parce que l'idée, c'est que par capillarité, ces choses-là se diffusent. Elles peuvent se diffuser effectivement par un événement comme la Grande Remontée, comme les travaux, comme pourquoi pas un livre de bande dessinée. Mais en tout cas, ce mouvement-là ne pourra sans doute se perdurer et rester longtemps et s'ancrer vraiment qu'en se diffusant massivement vers les gens qui vivent simplement la Loire au quotidien, qui passent devant en allant bosser, qui vivent à quelques kilomètres et qui n'ont pas forcément en tête toutes ces préoccupations, ou qui les ont sans le savoir, plus précisément. Parce qu'à mon avis, le plus probable, c'est ça. C'est que ces choses-là, on y pense, mais on ne les formalise pas forcément. On y pense parce qu'on a simplement le fleuve sous les yeux et que le fleuve change et qu'on change nous-mêmes et qu'il y a une interaction qui se fait parfois à notre insu, souvent à notre insu. Et le fait d'articuler tout ça, comme le fait le Parlement de Loire, comme le fait la Grande Remontée, comme le font tous ces gens-là, et le fait de le donner à voir, à lire, à entendre, ça me semble vachement important.
sur le fleuve et au bord du fleuve, c'est pas du tout la même chose, Roman. C'est pas la même expérience du tout. Ah bah non, déjà on peut pas aller un peu moins facilement en bateau sur la terre, donc même si ça nous est arrivé du coup durant cette grande remontée pour traverser, pour franchir le barrage de la centrale nucléaire, mais non, effectivement on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même vision du monde quand on est sur un bateau que quand on est sur la terre. Et moi, par exemple, je le vois dans les balades que je peux faire auprès du public. Il y a beaucoup de personnes qui habitent au bord de Loire, ou en tout cas proche de la Loire depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, j'ai eu cette année. Et en fait, ce sont des personnes qui n'ont jamais, pour certaines personnes, elles n'ont jamais été sur la Loire. Et pour elles, c'est une vraie révélation que de peut-être faire partie, de se sentir au milieu d'un environnement qu'elles connaissent pourtant et qu'elles ne connaissent pas finalement. Alors ? Il y a ceux qui regardent, ceux qui sont dessus et aussi ceux qui sont dedans. Je crois que vous avez tous un rapport à cet élément à l'intérieur. Peut-être, Étienne, on peut commencer avec toi, parce qu'en fait, il y a 2 planches au tout début où on a vraiment quelqu'un qui s'immerge dans la Loire. Pourquoi ? Bon, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que moi j'ai grandi à quelques kilomètres du fleuve et on nous expliquait une chose très simple, se baigner en Loire, c'était mourir noyé. Donc enfant, j'approchais pas la Loire sans une espèce d'appréhension. J'ai grandi dans les années 60-70, ça a aussi été le moment où il y a eu un drame terrible à Juigné-sur-Loire avec presque 20 enfants qui sont partis au courant, je crois. Et c'est un drame qui est encore présent, il y a encore des commémorations, etc. Donc je pense qu'il y a au moins cet événement-là qui faisait que les adultes à l'époque disaient surtout ne foutez pas les pieds dans la Loire. On ne le faisait pas. On était obéissants, sages. Évidemment, plus tard, moi je me suis installé près du fleuve, sur une île du fleuve, même pendant 8 ans, j'ai vécu là. J'y ai fait mes premiers livres, j'y ai fait mes enfants. Et je me baignais dans la Loire. Et j'emmenais mes enfants dans la Loire, tout petits, dans certains endroits, dans certains bras. Évidemment, on apprend à lire ces choses-là. Il y a aussi chaque année, évidemment, des accidents, on le sait bien. Mais quoi qu'il en soit, la baignade en Loire, c'est j'allais dire tactilement, sensuellement, c'est ce qu'il y a de plus... C'est là qu'on y trouve la plus grande proximité. C'est quasiment une lapalissade. Et donc moi, dans ce livre-là, dans Loire, je raconte l'histoire d'un gars qui a sensiblement mon âge, une petite soixantaine, et qui revient sur le fleuve après l'avoir quitté. Il a vécu une histoire d'amour au bord du fleuve, et il a quitté cette femme, il a quitté cette région. Il revient 30 ans après à l'invitation de cette femme. Et la première chose qu'il a envie de faire en arrivant sur les bords du fleuve, c'est de se foutre à poil et de s'immerger. Parce que c'est précisément ces retrouvailles-là, au sens tactile, presque sensuel, avec le fleuve. Alors évidemment, je lui fais croiser d'ailleurs une toux cabanée. C'est celle de notre camarade Tatus à la Poissonnière. Et puis surtout, je lui fais arriver ce qu'on redoute un peu tous, il se fait embarquer par le courant. Et il se retrouve à poil, très loin de l'endroit où il a laissé ses fringues, et il doit revenir chercher ses fringues. Donc voilà, ça c'est la scène d'ouverture du livre, qui est assez longue. Sur un livre d'une centaine de pages, elle en fait 13, je crois. Mais c'est ce sas sensoriel et tactile par lequel il se reconnecte au fleuve Loire, et donc à son histoire passée là-bas. C'était naturel de commencer par ça, parce que c'est pas anodin de commencer par ça, quasiment. Non, oui, bien sûr, c'est l'entrée du récit et l'entrée du personnage dans l'univers ligérien qu'il a quitté. Et donc, c'est très documenté, c'est-à-dire que cette balade-là, celle qu'il fait, je l'ai fait, habillé. Tu fais ce que tu veux. Oui, non, bien sûr, mais enfin, je tiens à le préciser. Et lui, il a fait de nuit, il est obligé de marcher pendant des kilomètres nus sur le sable, sur les grèves, passer des barrages, traverser des buissons d'ortie, ce qui est pas... Voilà. Et donc, alors c'est un peu marrant, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui sert de reconnexion. Ça nous intéressait énormément de vous réunir tous les trois. Pourquoi ? Parce que cette expérience que tu livres et que tu as toi-même vécue, habillée, avec le fleuve, Virginie, tu es tout le temps dans le fleuve. Romane, pendant la grande remontée, mais bien plus que pendant la grande remontée, on était tout le temps dans l'eau. Tous les jours. On était tous les jours dans l'eau pour pousser la plupart du temps, pour se rafraîchir aussi. Il y a un rapport au corps sur lequel j'aimerais vous interroger. Étienne, tu y as un peu répondu, mais Virginie et Romane, j'aimerais vous entendre sur ce rapport, tu parlais de sensuel ou charnel à l'eau et à la Loire. C'est le mot tactile que je cherchais en fait. Tactile. Moi, je voulais juste rebondir avec l'idée de reconnexion dont tu as parlé et de toucher l'eau, aller dans l'eau. C'est pas comme se balader en bateau sur l'eau, ni même se balader sur les bords de Loire. Et avoir vraiment c'est quand on met la main dans l'eau,
et qu'on est arrêté, qu'on sent vraiment la puissance du courant et la puissance que peut avoir la Loire, même quand les niveaux sont très bas et qu'on a de l'eau à mi-mollet ou au niveau des malléoles. Et cette idée de reconnexion, ça fait écho, en tout cas pour moi, avec l'interdiction de baignade, ou l'interdiction de baignade, voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les bateaux durant les balades et qui nous disent mais alors la Loire elle est super dangereuse, et parfois il y a même des personnes qui hésitent à monter sur le bateau. Bon, elles arrivent quand même à venir, mais je pense qu'on a beaucoup tourné le dos au fleuve en raison, enfin parce qu'il y a une étiquette, voilà, c'est ce fleuve qui est hyper dangereux, et du coup on lui tourne le dos, on ne sait plus pourquoi elle est dangereuse, et on n'explique pas non plus pourquoi elle est dangereuse. On sait qu'elle est dangereuse, qu'on ne doit pas aller dedans, mais pourquoi ? Alors que si on va en bord de mer, enfin la Loire c'est un milieu naturel donc elle est forcément dangereuse, mais si on va à la montagne, si on va en bord de mer, on nous explique pourquoi il y a des dangers, ce qu'on ne fait pas en Loire, et c'est peut-être dommage, ou peut-être que ça la préserve aussi qu'il n'y ait pas autant de personnes sur les bords de Loire. Néanmoins peut-être que ça mérite quand même quelques explications. Virginie, sur cette expérience d'immersion en Loire. Alors c'est vrai que moi, dans la lecture de la BD, les premières pages m'ont fascinée. Alors je ne sais pas si on peut revenir dessus, parce que j'y ai retrouvé exactement les gestes qu'il faut faire, c'est-à-dire... non mais c'est Merci vrai, Étienne. c'est très bien. Donc alors on rentre, alors habillé ou pas, comme on veut. Moi je nage tous les dimanches matins, je descends la Loire tous les dimanches matins, sur 7 km ou 11 km, ça dépend du courant. Effectivement, donc on descend, d'abord on touche l'eau, on vérifie. Alors, lui, il s'immerge, il se met un petit peu d'eau sur le visage. Il faut s'en mettre vraiment sur la nuque pour habituer le corps dans l'eau. Et puis, zou, on y va. Alors, lui, il entame un crawl, voilà. D'ailleurs, il s'arrête rapidement. Et effectivement, il se fait embarquer. Et il se fait embarquer, en fait, il se fait embarquer et il se fait engueuler. Dans mon souvenir, il se fait engueuler par les gens qui sont sur la tour. C'est vécu aussi, Étienne ? Non, Oui. ce livre est une fiction, je tiens à le préciser, donc j'ai pris quelques libertés. Mais potentiellement, on peut se faire engueuler si on est au milieu du passage des bateaux. Ouais. Pardon, Virginie. Non, pas de souci. Parce qu'effectivement, il se fait engueuler, mais ils ont raison. Parce qu'on est totalement invisible, en fait, dans l'eau. C'est pour ça que nous, quand on nage, en fait, on est avec des couleurs un peu bariolées, pas très jolies, mais on est visible. Alors après, lui, il joue l'invisibilité. Sur cette partie, effectivement, de nage, alors je dirais qu'il y a l'immersion professionnelle, celle que je fais en tant qu'archéologue, et puis l'immersion par plaisir, que je fais donc le dimanche matin ou autre. Et c'est vrai que partir, je ne m'en lasse pas, quoi. C'est-à-dire que descendre, s'habiller, descendre, toucher l'eau, s'immerger, puis se lancer dans l'eau et partir dans le courant, je ne m'en lasse pas. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je ne remonte pas le courant, je n'en ai pas les capacités physiques, mais ces descentes-là, ce sont des descentes qui se font avec un petit submersible. Donc on tient. Donc en fait, on ne se baigne pas. C'est pour ça qu'on a le droit d'aller dans. Ça, en fait, on navigue parce qu'on a des submersibles qui font un peu plus d'1 mètre. Donc on navigue. Et du coup, naviguant, mais nageant quand même puisqu'on palme, on est dans une nage qui est assez studieuse, c'est-à-dire qu'en même temps, on regarde, on voit effectivement rive gauche, rive droite, on voit devant. C'est vraiment, je ne suis pas du tout de la Loire, c'est pas mon coin, moi je suis Cannes, le sud, Bijoux plage, vous voyez, donc moi quand je suis arrivée là, ça m'a étonnée, mais franchement, il y a quelque chose alors peut-être tactile, mais en tout cas, il y a quelque chose de très puissant d'être embarqué dans le courant. Moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est d'être embarqué dans le courant. Et je finis là-dessus. Dans la pratique professionnelle, il est hors de question de se laisser embarquer. Et donc, on est face au courant. Et donc, on a là un débit et une saltation des grains dont pourrait parler notre ami, qui nous arrive effectivement dessus, qui fait qu'on est... c'est d'une puissance assez extraordinaire. Pour terminer, très très rapidement, mais est-ce que justement le fait de s'immerger dans l'eau, d'être en contact direct avec le fleuve, ça aussi, ça participe au changement de regard qu'on peut avoir sur ce fleuve ? Étienne ? Oui, je crois que les expériences qui passent par le corps sont les expériences qui marquent immédiatement. Et donc on peut par ailleurs amorcer une réflexion, on peut faire des travaux théoriques, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et je crois que l'un nourrit l'autre. Donc le fait de s'immerger, le fait de ressentir musculairement le courant, le fait de lutter
ou de se laisser porter par le courant, c'est déjà le début d'une démarche vers le fleuve, une démarche éventuellement nouvelle. Et je pensais à ça pendant qu'on en parlait. Là, il y a un autre courant dont on parle peu. Alors vous en parlez, les bateliers. Et nous, cyclistes de Loire, on en parle aussi beaucoup, c'est le vent. Le vent de Loire, pour un cycliste, c'est un élément déterminant. Moi, quand je pars sur la Loire, je pars contre le vent. Parce que je sais que si je fais 50 bandes dans un sens et que je le fais avec le vent, c'est super. Là, je fonce comme un... Vous allez être comme le personnage. Et le retour, vous ça va allez être l'enfer. Donc, le vent de Loire, qui est souvent opposé au courant, c'est un vent d'ouest souvent, est un objet aussi qui fait partie du fleuve. Enfin, même si il n'est pas propre au fleuve, sur les rives du fleuve, il a une tonalité particulière. Je ne sais pas comment dire ça. Peut-être qu'au niveau aérologie, tu pourrais le dire plus que moi. Mais en tout cas, c'est un objet dont on ne peut pas ne pas tenir compte. À la fois sans doute sur un bateau et dans une moindre mesure, mais quand même sur un vélo. Romane, le vent, évidemment. Évidemment. On l'a attendu un moment pendant la grande remontée pour pouvoir hisser les L'arrivée voiles. les 2 derniers jours, c'est quand même pas mal. Oui, parce qu'effectivement, sur la Loire, pour pouvoir remonter le courant, ça nécessite d'avoir un vent d'ouest. Et quand on n'a pas ce vent-là, on peut aujourd'hui utiliser le moteur, mais avant, quand les moteurs n'existaient pas, quand le vent d'ouest n'était pas là, on ne pouvait pas remonter les bateaux. Donc il arrivait très souvent que les bateaux soient bloqués ou même qu'on navigue presque 6 mois par an. Donc les trajets de Nantes à Orléans pouvaient durer très très longtemps. Donc oui, ce sont des éléments auxquels on est aujourd'hui encore sensible et dès qu'on a la possibilité de pouvoir mettre la voile, eh bien, on met la voile.